Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec Anthony Léger. Donc, je suis Nathalie Lourdel, je suis directrice de l'école IR, l'école Un autre regard. Et je suis ravie de t'accueillir. Anthony, tu te présentes? Mais de même, merci Nathalie de m'accueillir sur ta page. Anthony Léger, donc j'accompagne les coachs principalement et aussi des thérapeutes dans le développement de leur activité grâce au marketing digital. Donc je les aide à trouver des clients en ligne et je suis ravi de pouvoir échanger sur le sujet qu'on a choisi d'évoquer ensemble. Bonsoir tout le monde. Bon, je vois que vous êtes déjà nombreux. Il y a des questions qui arrivent dans le chat. Bienvenue. On va essayer d'y répondre en live aussi. Et peut-être pour ceux qui se posent la question des réseaux, de l'intérêt de LinkedIn et tout ça, j'avais envie de vous partager comment avec Anthony, nous, on s'est rencontrés. C'est via LinkedIn. Je crois que tu m'as envoyé un petit message pour échanger sur tes activités de web marketing aussi. Et puis, on s'est fait un premier rendez-vous. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très fluide, très facile. Il y avait, il n'y avait pas forcément, enfin moi, j'avais pas besoin de demande forcément, mais on a, pour moi, coopéré. C'est-à-dire qu'il faut quand même que je vous dise, et je tiens à t'en remercier publiquement, c'est grâce à toi que j'ai le LinkedIn Live. C'est-à-dire que c'est toi qui m'as parlé de cet outil aussi pour diffuser, pour communiquer. Donc, vous voyez, tous les lives que je fais depuis quelques mois, là, c'est grâce à lui. Donc, vous pouvez lui dire merci. Et toi, comment tu résumerais ça, cette connexion réseau qui est aussi utile, enfin moi je le dirais comme ça, qui peut être du gagnant-gagnant juste à échanger avec quelqu'un et à partager. Ouais, carrément. Alors, il y a un petit handicap dans mon activité, c'est que moi, quand j'envoie les messages, on prend tout de suite le mien je te dirais, une démarche de prospection. Alors, j'ai changé beaucoup de choses et aujourd'hui, je crois qu'on perçoit des intentions plus nobles et moins intéressées. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné avec toi, effectivement. Mais j'ai vu qu'on avait pas mal de personnes en commun dans notre réseau. Donc, je me suis dit qu'on avait forcément des choses à se dire. Et puis ça a été le cas. On a tout de suite trouvé comment échanger. Et puis oui, on n'a pas collaboré directement, mais on crée de la valeur ensemble autrement. On a trouvé des synergies. Puis c'est ça que je trouve chouette. Mm. Et moi, je crois beaucoup aux synergies. Et on a, même si je ne suis pas client ou tu n'es pas client, on a coopéré ensemble pour aller plus loin sur nos chemins respectifs. Et ce soir, on a envie de vous partager nos compétences qui ne sont pas les mêmes et notre vision sur pourquoi les coachs manquent-ils de clients. Donc moi, je suis coach et superviseur. Donc j'accompagne aussi des coachs à démarrer le métier ou à augmenter leur chiffre d'affaires. Et toi, du coup, quelle est ta clientèle? Comment tu la déclirais? Donc, alors, moi, j'ai pas vraiment d'étiquette à me donner. On dirait consultant, formateur, mais c'est plutôt une posture de mentor très souvent parce que les clients me demandent effectivement des conseils et cherchent effectivement quelque part à modéliser ce que je crée, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Donc, ce qui les définit le mieux, c'est des gens qui ont vraiment l'envie de créer un impact positif dans la vie des autres. Donc, des gens qui mettent l'humain au centre, comme toi, comme moi, et qui sont soit coach, soit thérapeute, parce que la plupart du temps, c'est dans ces professions-là que je trouve le plus de plaisir à réaliser mes accompagnements. Et ça tombe bien parce que c'est avec eux que j'aime avancer et c'est pour eux que j'ai, je pense, le plus de choses à faire et à dire. Bon, très bien. Je vais te poser une première question. Comment faire pour avoir un positionnement clair et pour avoir des clients finalement? Très bonne question. Même si c'est pas forcément la première chose sur laquelle on doit réfléchir, le positionnement, il est quand même d'un enjeu majeur parce que c'est ça qui va aider à occuper la bonne place dans l'esprit de sa clientèle cible. Donc, la meilleure chose à faire pour avoir un positionnement clair, c'est déjà être capable de soi-même répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire pour mes clients? Il faut que la personne qui vous voit, qui arrive, si on prend l'exemple de LinkedIn, ce profil sur lequel on se trouve, celui qui vous définit, est-ce qu'il dit en un coup d'œil ce que vous êtes capable de faire, d'apporter pour les clients que vous visez? Et un positionnement clair, c'est ça. Y a pas, c'est un peu comme, je vais oser le comparatif avec une œuvre d'art. C'est si on doit l'expliquer, s'il faut une légende pour exprimer tout le subtil qui doit se dégager d'une toile ou d'une photo. On peut prendre aussi
là, c'est plus compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à ce qu'il n'y ait pas de traduction, de réflexion préalable nécessaire. C'est on le voit et ça nous parle tout de suite. Ça exprime quelque chose clairement pour nous. À ton avis, pourquoi les coachs ont-ils peur de cibler leur clientèle? Alors, j'en fais partie et au début, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, je démarre, il faut que j'ai un maximum de clients possible. Donc, on a peur de cibler en se disant, si je cible, je vais restreindre mes potentialités d'avoir des contrats. Donc, on se dit, on va viser large, je coach tout et voilà. Sauf que, ben, à vouloir tout, on n'a rien. Et du coup, ça, je le vois beaucoup chez les coachs que j'accompagne, c'est un n'avoir pas de positionnement clair. Ça rejoint complètement ce que tu as dit, hein. C'est que si je ne sais pas où je suis ou ce que je peux apporter comme plus-value, ben, du coup, l'autre ne le voit pas, ni sur mon profil LinkedIn, ni en me rencontrant d'ailleurs. Et du coup, le fait de cette peur de manquer, finalement, le peur de ne pas avoir assez de clients, la peur de ne pas être légitime, la peur de tout ce que tu veux, du coup, il y a beaucoup de coachs qui passent à côté, en fait, de la relation de coaching, même de la posture coach. Donc, j'avais envie de vous partager, moi, je suis très visuelle, j'ai fait un petit schéma, comme d'habitude. Celui-là, qui dit quoi? Parce que pour vivre du coaching, finalement, pour moi, il y a plusieurs aspects. Il y a les qualités professionnelles. On est d'accord qu'une formation sérieuse avec les compétences de coach, avec la posture coach, avec les outils, mais aussi les qualités relationnelles qui nécessitent cet accompagnement de l'humain, et aussi la supervision qui permet de s'enrichir, c'est indispensable. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont potentiellement très bons coachs, mais finalement, ils n'assument pas d'être pleinement qui ils sont, avec leur unicité. On va en reparler, mais du coup, bah, ils n'ont pas de clients, ou en tout cas, on ne voit pas la différence par rapport aux autres coachs. Il y a tellement de coachs sur le marché que ça n'aide pas. Donc pour moi, et c'est là aussi où toi, tu parles beaucoup de marketing sur afficher son unicité, je pense qu'il y a besoin non seulement de savoir qui je suis, quelle est mon unité, qui j'ai envie d'accompagner et qu'est-ce que j'apporte, mais en plus d'être capable d'en parler. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être une œuvre d'art. Si vous êtes au fond d'un placard, ça ne changera rien. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en valeur qui vous êtes. Donc moi, par exemple, je communique beaucoup sur l'image, la créativité, parce que c'est mon ADN et j'ai envie d'accompagner des gens, des coachs, à être plus créatifs. Donc j'ai monté ce module Libérer votre créativité, parce que je pense que c'est ça le coaching, c'est libérer la créativité de ses clients. Donc du coup, il faut qu'en tant que coach, on ait libéré la nôtre. Pour moi, pour continuer à trouver des clients ou à évoluer, il faut aussi se questionner en permanence où j'en suis, comment je communique, est-ce que je suis claire, un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'on a aussi notre jargon coach, je suis la première, des fois je relis mes plaquettes et on me dit non mais c'était pas très clair, mais c'est vrai. Donc il faut aussi sortir et se dire que quand on fait une plaquette, on l'a fait pour l'autre, on ne la fait pas pour soi, pour se faire plaisir avec ses petits mots, ses petits outils de coaching et puis tout son CV, on s'en fout. Qu'est-ce qui intéresse l'autre? Et donc pour moi, il y a ça. Et continuer à se développer, parce que je pense que les métiers de l'humain, ça nécessite d'être soi-même toujours en évolution, en questionnement, en perspective, en transition, je dirais même. Et donc, du coup, là, c'est là où toute la supervision apporte cette plus-value. J'ai beaucoup de jeunes coachs qui n'osaient pas facturer cher aussi, et ils ont pu se développer en prenant conscience de ce qu'ils apportaient, en prenant du recul aussi sur leur positionnement, là j'ai envie de dire plus de qualité professionnelle, et de savoir comment présenter un contrat de coaching professionnel. Et ça, c'est indispensable pour moi pour cibler, ou en tout cas pour avancer vers sa clientèle. Et pour poursuivre, je voudrais savoir, toi qui es un spécialiste du marketing, il faut cibler ou pas ses clients? Toi, tu dirais quoi? Évidemment, évidemment, pour la bonne et simple raison qu'on on peut pas servir tout le monde. Donc, et n'importe quelle entreprise a besoin de cibler ses clients. On doit choisir pour qui on destine ses services. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, et je trouve ça très juste, c'est important effectivement de prendre conscience de qui on est, de raisonner avec son authenticité, parce que c'est quand on est dans les métiers d'accompagnement, on traite de l'humain. Donc, l'humain, il se connecte avec un autre humain. Et ce qui fait que les gens vont vous choisir, c'est aussi à travers qui vous êtes, les valeurs que vous reflétez, l'énergie que vous dégagez, votre style de communication, peut-être même votre style vestimentaire. Parfois, il y a tout un tas de choses dont on ne prend pas forcément conscience, mais qui sont des critères qu'on définit malgré nous et qui nous aident à retenir, in fine, la personne avec laquelle on va fonctionner. Donc, mais vous qui vous postez en professionnel, qui proposez vos services à d'autres, évidemment, il faut que vous fassiez ce travail de choisir à qui vous voulez
apporter votre service. D'abord parce qu'il y a probablement des sujets sur lesquels vous êtes plus à l'aise que d'autres. Ensuite, parce qu'il y a des personnalités avec lesquelles vous êtes plus à l'aise que d'autres. Vous avez une légitimité sur certains terrains, sur d'autres un peu moins, forcément. Et puis il y a un bon nombre de critères et j'aurais pas assez de 2 heures de live pour expliquer à quel point on peut rentrer vraiment dans la détail de sa connaissance client pour pouvoir choisir effectivement les gens avec lesquels on va rentrer le plus en résonance et puis pour lesquels on aura la meilleure proposition de valeur, ceux pour lesquels on va pouvoir apporter une grande transformation parce qu'il y aura une vraie connexion, comme je disais, mais une vraie compréhension aussi dans l'échange qui se crée. Tu parlais de qualité relationnelle. La qualité relationnelle, on ne va pas la créer avec tout le monde là aussi. Donc oui, le ciblage, c'est important. Ça ne restreint pas le potentiel commercial, d'abord parce que on est assez nombreux sur Terre pour aider les autres et on ne sera jamais trop nombreux pour aider les autres, clairement. Donc le tout, c'est d'être au bon endroit en face des gens avec lesquels vous fonctionnez mieux. Je trouve ça très juste, cette notion de qualité relationnelle et du coup, de dépasser sa peur de ne pas avoir assez pour focaliser sur ceux à qui on peut apporter le plus. Je trouve que c'était très éclairant. Et du coup, quand même, une question se pose, notamment pour les multipotentiels qui nous écoutent, qui se posent tout de suite la question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs cibles, Anthony? Alors oui, on peut, mais Mais, c'est-à-dire que ce qui définit une cible, c'est l'existence d'une problématique commune. C'est un groupe de personnes homogènes qui sont réunies autour d'une même problématique. Voilà comment on pourrait la définir si je prends stricto sensus la définition marketing, même si j'adapte les mots. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je commence à avoir plusieurs cibles, je m'attaque à plusieurs problématiques, je vais devoir décliner plusieurs propositions de valeur, être expert dans plusieurs domaines. C'est là que ça se complique un tout petit peu. En tout cas, je m'adresse au moins à ceux qui sont dans les premières années de coaching et qui ont probablement encore beaucoup de choses à délivrer sur leur cœur de cible, leur cœur de métier premier. Après, élargir sa cible, élargir ses champs d'intervention, c'est toujours possible, mais il faut juste prendre conscience que ça demande plus de ressources humaines, plus de ressources techniques, plus de ressources en temps pour communiquer, parce que ben, on ne va pas pouvoir dire la même chose à autant de personnes différentes. Donc, il va falloir être au clair et segmenter quelque part notre plan de communication, notre offre également, et puis donc la façon dont on va arriver à communiquer, à connecter avec ces différentes cibles. Donc oui, c'est possible, mais attention, ce n'est pas forcément recommandé à tout le monde et surtout pas au début. oui, c'était hyper clair. Donc, au début, cibler, puis élargir progressivement. Je trouve que c'est un point clé à retenir pour les coachs et tous les accompagnants. Sur les commentaires, on nous parle d'adaptabilité, partage de nos expériences. Est-ce que tu veux rebondir sur cette notion de s'adapter et de partager des expériences? Oui, oui, très clairement, s'adapter quand il s'agit de s'adapter à la personne. Mais on doit être capable aussi de définir son cadre, celui dans lequel je peux intervenir et ceux pour lesquels je ne prendrai pas la mission, par exemple. Parce que j'estime que je n'ai pas les compétences pour le faire, parce que ce n'est pas dans mon champ d'intervention, puis il y a peut-être quelqu'un de plus pertinent pour le faire. Donc, sachez mettre des limites à ce que vous acceptez. Vous allez vous adapter effectivement à chaque situation que vous rencontrez parce que le client l'exige, puis c'est à vous de rentrer dans son mode de fonctionnement. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse être polymorphe. Alors, moins que tu me contredises sur ce point, Nathalie, la question, c'est est-ce qu'on peut coacher sur tout et n'importe quoi? Bah, je dirais que non, évidemment, et je pense que c'est bien de connaître ses propres limites, là où on est confortable et là où on ne l'est pas. Par exemple, moi, j'aime l'innovation, l'intelligence relationnelle et la créativité, donc je suis à l'aise, et là, quel que soit le client, c'est-à-dire que je travaille pour le ministère de l'écologie, mais je peux aussi travailler pour d'autres types de clients sur cette thématique, parce que ça reste une thématique de connecter des idées, d'ouvrir à la possibilité de faire du et d'aller coopérer pour créer ensemble. Par contre, là, depuis quelques années, mais aussi avec mes formations en gestalt thérapie et mes formations sur les neurosciences, maintenant, j'accompagne aussi des groupes où il y a beaucoup de tensions
des risques psychosociaux, mais c'est lié à des compétences nouvelles. Donc, je rejoins complètement ce que tu as dit, c'est-à-dire que si vous développez des compétences nouvelles, vous pouvez effectivement avoir un autre type d'activité, un autre type de coaching, je vais le qualifier comme ça, parce que là, on est quand même sur des choses où il y a un niveau de conflit, un niveau de détresse humaine assez élevé. Donc, j'ai envie de dire, si on vous propose ça et que vous ne sentez pas les compétences, en coaching, souvent, on peut travailler en binôme d'animation. En tout cas, adossez-vous sur quelqu'un qui a l'expérience et l'habitude, parce que le risque, c'est d'y aller seul, de rater, et après, du coup, d'avoir peur de ne pas être compétent, de revenir sur l'illégitimité et de revenir sur est-ce que je suis coach ou pas, comment je me vends, et d'être dans une spirale négative, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment important finalement de segmenter, comme tu l'as dit, de savoir où je suis à l'aise et qu'est-ce que j'ai envie de proposer à mes clients. Et ce qui fait que je vais être bon parce que j'ai envie de ça. J'ai envie de les accompagner, moi, à être créatif. Donc, du coup, c'est naturel, quoi, je vais le dire comme ça. Ouais. Puis je pense que les limites, c'est bien aussi de les mettre dans le contrat en tripartite. On est clair sur ce qu'on va faire ensemble et puis ce qui est hors cadre. De cette manière, on pourra le définir si jamais à un moment donné on déborde, donner quelques alertes. Mais oui, l'un des risques que tu disais, effectivement, c'est de se sentir mal à l'aise. Puis après, de craindre pour son image. Parce que bien sûr, on peut être atteint par ce qui se passe et je me sens pas à l'aise, etc. Puis après, ça peut aussi se répercuter côté client. Et là, c'est d'autres dommages encore. Hmm. Euh, Est-ce que tu penses aujourd'hui que le métier de coach est suffisamment clair pour tous? Non. On est bien d'accord. Et ces lives en font partie et toutes les infographies que je publie. Et le livre aussi, tiens, je l'ai là. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce que je trouve que le métier de coach, aujourd'hui, on en parle dans tous les sens. Pour certains, ça veut dire tout et n'importe quoi. Et je pense que clairement, nous, coachs professionnels, on a intérêt à reposer un cadre sur qu'est-ce que le coaching, qu'est-ce que ça n'est pas. Comme tu le disais tout à l'heure, avoir un contrat d'accompagnement clair et du coup, de rester dans une déontologie du métier. Et ça, malheureusement, avec les écoles qui se multiplient, avec les formations en ligne où tu apprends les outils et tu les appliques, c'est tout sauf du coaching pour moi, ça. C'est l'inverse de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la qualité relationnelle, sur ce qui fait la différence d'être dans une rencontre d'humain à humain qui t'accompagne sur un bout de chemin, mais qui ne va pas te donner les solutions, quoi. Donc, du coup, ça nécessite une vraie qualité professionnelle et relationnelle. Donc, malheureusement, c'est une question qui nous était posée tout à l'heure par Brigitte. Je pense que le vrai sujet, il est là. Et donc, du coup, je pense que les coachs doivent faire preuve de pédagogie pour expliquer ce qu'ils font, qu'est-ce que ça apporte, quel type de clients peuvent être intéressés par ce type d'accompagnement, et d'où le besoin de communiquer ou de marketing, on va appeler ça comme vous voulez. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet là-dessus parce qu'il y a un flou. Moi, quand je dis je suis coach, la plupart des gens me demandent si je suis coach sportif, ça me fait rire. Mais honnêtement, vous prenez la première passant dans la rue, il y a peu de chances qu'ils sachent vous définir ce que fait un coach professionnel. Et je pense qu'on a besoin de communiquer sur ce qu'on fait. Ouais, c'est très clair. Alors moi qui vis maintenant en Amérique du Nord, puisque je me suis installé au Canada l'été dernier, une chance qu'ont les coachs ici, c'est qu'effectivement, on est sur le territoire finalement natif du coaching, là en Amérique du Nord. Donc ici, c'est beaucoup plus ancré dans les mentalités de se faire accompagner, prendre un coach, on sait ce que ça veut dire. Et on Hmm. sait que c'est pas forcément pour avoir des abdos en béton, mais que ça peut être sur bien d'autres disciplines. Mais c'est vrai qu'en Europe, le terme est un peu galvaudé. Puis, bah, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui utilisent le terme alors qu'ils n'en sont pas. Moi, je sais que parfois, mes clients m'appellent coach. Alors, c'est plus un côté mignon de me qualifier parce qu'ils sentent que je suis l'accompagnant et que j'y mets de l'énergie. Mais je me présente jamais comme tel. D'abord parce que j'ai pas cette certification. Puis en plus parce que c'est, comme je te le disais une fois en aparté, c'est pas une posture, moi, qui me convient. Je suis bien meilleur quand je donne des conseils, quand je forme. Et là, on peut faire confiance à mes qualités de pédagogue, d'entraîneur même d'une certaine manière. Mais je peux modéliser des choses, je peux expliquer des concepts, mais je n'ai pas cette posture de coach. Et c'est bien que chacun puisse d'ailleurs se compléter parce que je travaille avec des coachs, parce que parfois mes clients en ont besoin sur des aspects plus personnels. Et en revanche, on ne va pas se marcher dessus parce qu'on a vraiment une façon différente de fonctionner qui conviendra soit à des moments, soit à des profils différents. Effectivement. Euh, alors, pourquoi tu penses que les coachs ont du mal à se vendre? Là, j'aimerais bien ton...
Bah, je pense qu'il y a plein de raisons, mais ça serait intéressant que tu y répondes aussi. Je pense que parfois, les coachs n'osent pas activer leur réseau, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop quoi dire, ils ont changé de métier, par exemple, et ils ont tout un carnet d'adresses de leur métier précédent, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas se présenter ou ne savent pas par quel bout prendre le truc. Donc, c'est là où, à mon avis, tu peux être pertinent aussi dans le training ou dans l'accompagnement que tu peux faire, c'est les aider à voir qui ils sont et voilà identifier leur unicité, tout le monde ne sait pas. Et ben, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps d'identifier en quoi moi je suis coach différent des autres et comment je vais valoriser ce que j'apporte. Et il me semble important aussi d'avoir travaillé, et là pour moi c'est plus une partie coaching, d'avoir travaillé son rapport à l'argent, c'est-à-dire que comment j'accepte de facturer 300, 400 ou 700 euros l'heure. Est-ce que je peux ou pas? J'ai aussi beaucoup de coachs qui, du coup, n'osent pas facturer et du coup, vivent pas du coaching parce que quand tu factures 100 euros l'heure et puis que tu as les charges et éventuellement les temps de préparation, de déplacement ou je ne sais pas quoi, tu ne peux pas vivre de ce métier avec les... Donc là, je parle des charges en France. Hein, je sais que c'est un petit peu différent chez toi, là, au Québec, mais voilà. Et du coup, pour moi, il y a aussi il y a tout un tas de peurs, en tout cas, qui peuvent se matérialiser. Comment j'ose me positionner différemment? Comment j'ose facturer cher un service? Parce que quelle valeur je me donne? Donc, il faut avoir travaillé pour moi sur soi, sur qui on est et ce qu'on apporte pour pouvoir oser être coach et oser proposer des services de coaching et pas les vendre. Pour moi, c'est se faire acheter plutôt que de se vendre. Et du coup, c'est intéressant de se poser la question dans ce sens-là. Comment je me fais acheter, comment j'entre en relation avec l'autre plutôt que j'essaie de lui vendre un produit. Je vois beaucoup de messages, moi, dans les messages privés, je reçois des tonnes de trucs, de gens qui veulent me vendre des trucs. Ça sent tellement le besoin de vendre et pas le besoin de relation que je réponds pas. Alors que toi, il y avait un message où tu me proposais d'échanger ensemble. Et effectivement, ça m'a apporté une vraie plus-value de découvrir le LinkedIn Live que je connaissais pas. Et quand tu apportes quelque chose à l'autre, rien que on passe un quart d'heure, on échange et tu apportes quelque chose, la personne aura plus envie de te recontacter derrière. Et là, on est dans le relationnel. Et après, on voit si effectivement je t'achète ou pas quelque chose, mais où on reste en collaboration et on crée autre chose. C'est ce qui nous est arrivé et je pense que peut-être que c'est ça le plus important, se dire ça. Ouais, Et mais toi, oui, qu'est-ce c'est que sûr. tu dirais? Pourquoi les Alors, coachs que tu accompagnes ont du mal à se vendre? on peut donner beaucoup de circonstances atténuantes, comme Mais j'ai oui, pas bien reçu de sûr, et c'est formation pas évident. commerciale. Ouais, c'est ça, c'est pas évident, parler Donc, d'argent. Et puis surtout, moi, je vois ce qui les caractérise, ce qui nous caractérise d'une manière générale dans les métiers d'accompagnement. Si on a vraiment choisi notre vocation, c'est qu'on ferait ce métier gratuitement, pratiquement. On a tellement envie d'aider l'autre, de lui rendre service, de l'amener plus loin, que mais il n'y a pas de condition pratiquement à ça. Sauf qu'à un moment donné, si pour être juste et pour pouvoir avoir un client qui va aussi s'investir, qui va s'impliquer dans la relation et qui va vivre une vraie transformation, il faut que cette relation, elle soit aussi transactionnelle. Mais comme je le dis, c'est vraiment pas l'enjeu de départ. Et moi, je conseille à tous mes clients qui ont justement pas cette posture commerciale, qui ont peur quelque part d'annoncer un prix, de devoir mettre un objectif de vente derrière un entretien. Je leur dis stop, surtout pas. Pour moi, c'est le jeu avant l'enjeu. On doit prendre du plaisir à être avec la personne et on doit mettre toute l'énergie dans la qualité relationnelle. Si vous changez la façon dont vous attaquez le rendez-vous et que vous vous dites, il faut que cette personne ait envie de me revoir, c'est là où vous aurez gagné la partie. Parce que, évidemment, si on est amené à se revoir, c'est quelque chose, c'est engagé. On est déjà dans un processus de création de quelque chose. Et est-ce que ça va se transformer en relation commerciale ou non? Je ne sais pas. C'est encore pas l'objet. Et de toute façon, on ne fera jamais 100% de conversion de nos prospects en clients. Donc c'est OK. Il faut l'avoir acquis dès le départ. Et puis vraiment, je crois que ça change complètement la façon dont se déroule un rendez-vous. Si vous dites, je vais mettre le paquet sur la compréhension de l'autre, l'écoute, la reformulation, vraiment faire en sorte que cette relation soit agréable. Et de là peut naître quelque chose. C'est complètement différent de se dire, il faut que la personne signe à la fin de l'entretien. Parce que là, on met la pression sur nos épaules, on met aussi la pression sans le vouloir nécessairement, mais sur l'autre qui va le ressentir. Et généralement, là, on perd un peu mais finalement l'objectif qu'on pouvait avoir qui était de vendre parce que ça ne va pas fonctionner tout simplement.
Ça va complètement avec ce que Safia nous écrit dans le commentaire. Le coaching, c'est avant tout une relation humaine et les techniques de questionnement, hein, c'est les solutions toutes faites, ça va pas, quoi. Et effectivement, donc on a plusieurs messages. Donc il y a Dominique qui nous dit, alors si les coachs manquent de clients, la saturation liée au nombre de coachs n'est-elle pas la raison majeure? Qu'en penses-tu? Je pense qu'on peut y voir une excuse quand ça nous rassure et je veux vraiment pas être médisant en disant ça, mais non, c'est sûr il y a de la concurrence, c'est sûr que depuis la crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui ont eu le goût d'entreprendre et qui se sont lancés et que les métiers d'accompagnement sont peut-être, et voilà, quelque part innés chez certains et puis que c'est simple. Aujourd'hui, créer sa micro-entreprise en France et en quelques clics, on l'a fait. Et puis, on se donne le rôle qu'on veut. Donc oui, c'est sûr que vous devez le sentir. Je sais que vous le ressentez. Beaucoup de gens et vous êtes en concurrence avec eux. Et puis, on essaie de prendre la parole sur les réseaux. Et puis, finalement, tout ce bruit-là, comment je fais pour émerger, pour me rendre plus visible, pour montrer mon unicité, comme tu le disais tout à l'heure. Mais encore une fois, je maintiens que ne sera jamais trop nombreux pour aider les autres. Et que après, c'est juste une question d'être spécifique, c'est-à-dire au bon endroit, auprès des bonnes personnes, sur le bon sujet, de la bonne façon. Alors, dit comme ça a l'air simple. C'est sûr que ça demande un petit peu de travail sur son positionnement, sur la clarification de la cible, sur quel type d'offre je peux proposer, sur le plan de communication qu'on peut mettre derrière. Oui, il y a de la stratégie, même chez les coachs. Et c'est pour ça que des métiers comme les nôtres existent. Mais non, il y a un potentiel, toujours, et vous pouvez trouver les clients avec lesquels vous aurez plaisir à fonctionner. Ils sont déjà nés, ils vous attendent quelque part. C'est une question de rencontre. Et il faut être actif souvent pour aller à leur rencontre. Il ne faut pas attendre. Ça, on avait dit qu'on en parlerait. On va en parler. On va en parler. Alors, on a plein de questions, mais je voudrais rebondir aussi parce que je suis complètement en phase avec ce que tu as dit. Pour moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains coachs n'ont pas de travail, et je l'ai dit tout à l'heure. Leur qualité professionnelle, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sont formés, est-ce qu'ils ont fait un travail sur eux. Et je vais rebondir du coup parce qu'il y a Xavier qui pose une autre question. N'y a-t-il pas déjà à la base un travail de meilleure sélection des coachs à l'entrée d'école? Je vais être très claire, il y a des écoles qui prennent tout le monde et n'importe qui, sans expérience, sans travail sur eux, sans suivi thérapeutique. Moi, je prends à IR des gens après un entretien, des gens qui ont de l'expérience dans la relation humaine, des gens qui sont prêts à évoluer et à faire un travail sur eux-mêmes, soit avoir suivi avec un thérapeute pour aussi se questionner sur quelles sont mes ombres et mes difficultés, ou qui vont démarrer ce travail, parce que sinon, c'est pas possible. On ne peut pas être coach. C'est l'aspect miroir. Le coach, c'est un miroir qui renvoie à l'autre des éclairages pour qu'il comprenne mieux ses difficultés. Et si le miroir, il est tout sale parce qu'il pense être le meilleur du monde et qu'il ne se questionne pas et qu'il ne se remet pas en question, tout comme le disait vraiment Xavier, bah, c'est pas possible. Et effectivement, des ex-managers qui ont quitté un emploi ou fait un burn-out et qui veulent se reconvertir en coach et qui font pas un travail sur dépasser ça, ne seront jamais des coachs professionnels et n'auront pas de clients. Par contre, des gens qui ont fait un burn-out, qui se sont fait un travail sur eux, qui sont formés sérieusement au coaching, seront les plus à même d'accompagner d'autres gens en burn-out ou en pré-burn-out dans les entreprises parce qu'ils l'auront vécu. On accompagne bien sur ce qu'on connaît. Et là, vous voyez, là, une spécificité peut arriver, entre guillemets, parce que je l'ai vécu, je l'ai traversé, je l'ai dépassé, et donc je peux vous accompagner sur le chemin pour vous aussi le dépasser. Donc pour moi, c'est ça qui est peut-être essentiel. Et je vois aussi beaucoup de coachs qui se sont formés dans des écoles non certifiantes ou en tout cas qui ne font même pas de travail en présentiel, qui font tout en distanciel. Moi, j'y crois pas, je vais être très claire. Nous, à IR, on propose une pédagogie qui est 3C, c'est-à-dire corps d'abord, on vous met en action. Cœur, on travaille sur les émotions parce qu'un vrai changement, ça passe aussi par les étapes émotionnelles. Et ensuite, cognitif, on fait de l'apport théorique. Mais vous voyez que c'est une toute petite partie par rapport au le travail du mouvement dans l'espace, le travail des micro-signaux du corps pour comprendre ce qui est en train de se jouer chez l'autre. Et tout le corps contre le visage ne suffit pas. Donc voilà aussi pourquoi on fait aussi beaucoup de présentiel sur des formations de coach. Donc voilà. Donc alors on a plein de remarques. Je vais essayer de ne pas en zapper. Mais ça défile tellement vite. Mais du coup, est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose sur trop de coachs? Parce que moi, je pense qu'en fait, il n'y en a pas assez, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Mais j'ai perdu l'idée. J'étais tellement absorbé là par ce que tu disais, je validais intérieurement que j'ai oublié l'idée sur laquelle je voulais revenir. Si tu l'as, tu peux me la ressouffler et je repars dessus. Eh ben, écoute, moi, en tout cas, tout ce que tu as dit tout à l'heure me faisait écho aussi. Et je pense qu'à trop vouloir se vendre, on fait l'effet repoussoir, en fait. Ça fait Ah oui, ça l'effet c'est clair. inverse. Donc, je suis d'accord. Et là, il y a Fabienne qui nous dit, quand je pense à la vente, je ne vends pas. Et quand je me concentre sur la relation, je vends. Oui, D'ailleurs, je c'est clair. vends quand je ne suis pas dans un objectif de vente, avec un petit smiley. Je suis complètement d'accord avec le message de Fabienne. Mhm. Et du coup, je pense Très que merveilleux. on revient au sujet que tu évoquais Ouais. tout à fait clairement tout à l'heure, hein. C'est comment j'entre en relation et après il se Eh oui. noue ce qui se noue ou pas. Mais si on reste dans... Et en plus, pour moi, c'est complètement la philosophie du coaching humaniste, c'est-à-dire être en relation humaine et si la personne le sent bien, elle te rappelle maintenant, dans 6 mois, peu importe. Et s'il y a un feeling, voilà, c'est la chose qui compte finalement. Mais je pense que pour dédouaner aussi les coachs qui démarrent et qui ont peut-être une pression financière, parce que quand tu as quitté un travail ou quand tes droits au chômage vont s'arrêter, je pense que cette pression et ce stress-là te met dans vendre et du coup te met dans une mauvaise dynamique. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut être capable de débriefer en supervision Mhm. ou avec un mentor comme toi, parce que sinon, c'est sûr que ça échoue en fait. Et je pense que ceux qui échouent, c'est ceux qui ne sont pas accompagnés aussi, qui démarrent, qui sortent d'une école, qui ne les a pas formés, qui ne leur a pas donné les bases pour les contrats professionnels, qui ne leur a pas parlé de marketing ou de comment prospecter. Et du coup, ils n'ont jamais fait ça parce qu'ils n'étaient pas auto-entrepreneurs avant, ils étaient salariés ou autres. Donc, je pense que un des sujets, c'est ça. Nous, dans l'école, on a mis directement savoir se présenter pour être engagé. Et dedans, il y a évidemment beaucoup de relationnel. Ouais, ouais. Ça, c'est un risque et qui est lié aussi à la facilité à laquelle on crée une micro-entreprise. C'est que quelque part, on ne te dit pas que tu devrais avoir quelques réserves financières pour Ouais. pouvoir assumer ton démarrage les premiers mois qui sont parfois effectivement très énergivores. Et puis, on passe par des phases compliquées. Je pense qu'on a tous connu ici. Enfin, je veux dire, nul n'est exempt d'échecs et de moments d'appel d'air là, on se sent vraiment pédaler. Et là, ouais, je pense qu'effectivement, il faudrait gagner à souligner ça. Puis une chose, effectivement, l'idée qui m'est revenue, c'était que euh, une des raisons qui explique pourquoi les coachs ont du mal à se vendre, c'est que souvent, ils pensent que c'est le client, le coaché qui va trouver son coach. Sauf que si c'était vrai, peut-être il y a des années en arrière, parce que peut-être on était moins nombreux sur la place, peut-être qu'il y avait une plus grande facilité pour se faire découvrir, et puis il y avait moins de monde sur les réseaux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être juste en situation d'attente, de se faire découvrir de notre client idéal. Il faut être capable d'aller vers lui. Alors c'est sûr, il n'a pas décrit sur le front la problématique qu'il est en train de traverser. Et c'est à ça que sert la conversation aussi qu'on crée en allant vers lui, hein. C'est arriver à voir si, en termes de timing, on tombe au bon moment, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour lui. Et comme tu le disais justement, Nathalie, si c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être plus tard. Mais l'idée, c'est déjà d'occuper une place dans son esprit et s'amener jusqu'à lui, s'avancer jusqu'à lui, parce que sinon, on peut rester longtemps. Si on attend que notre site figure sur les premiers résultats de la première page de Google, il peut se passer une décennie, puis certains n'y arriveront jamais, parce que ça demande beaucoup d'investissement, soit en argent, soit en temps, et en technique, assurément. Et donc on peut juste pas espérer ça. Donc, quelle énergie je dois déployer? Quelles sont les actions que je dois mener pour pouvoir rencontrer mes clients et puis avoir des missions? Eh bien, ça part de moi en premier lieu. C'est moi en tant que coach. Je dois effectivement essayer de me rapprocher de ma clientèle cible. Et comme n'importe quel entrepreneur, parce que là, on est en train de décrire des difficultés des coachs euh, dans une statistique large, mais on peut raisonner vraiment au niveau des entrepreneurs qui sont nombreux à connaître la même chose, hein. Donc, Oui, tout à fait. voilà, c'est Euh, juste Il y une a Chloé vérité. qui nous parle d'océan rouge et d'océan bleu. Est-ce que tu veux Mhm. donner quelques éclairages là-dessus à nos nombreux auditeurs ce soir? Bah, alors oui, pour ceux qui connaissent pas ce concept, l'océan bleu, enfin, je vais commencer par l'océan rouge, qui sera plus simple. C'est pêcher dans un océan qui est déjà surinfesté de poissons, pour pas dire piranha.
Donc, ben, c'est très difficile finalement d'arriver à relever sa canne et attraper le bon poisson, parce qu'il y a déjà tous les autres autour, les autres représentant ici les concurrents, hein, qui pêchent dans la même mare, dans le même océan, pour les mêmes poissons, pour le même sujet parfois. Alors qu'en étant un peu moins mainstream, mais un peu plus spécifique sur des problématiques ou une posture ou une façon d'accompagner. Voilà, j'en connais par exemple des coachs qui ont développé le concept je ne sais même plus comment ça s'appelle, walk and talk, une forme de coaching Coaching en en marchant? marchant. Mhm. Voilà. Alors, ils peuvent accompagner des personnes, des profils et des problématiques que d'autres rencontrent dans d'autres sujets, mais ils vont pas amener je vais y arriver, ils vont pas mener l'accompagnement de la même manière. Voilà. Donc, c'est une manière de se différencier. Mais ça peut être directement sur une problématique. Je vais m'intéresser à une problématique particulière dans une entreprise. Par exemple, je dirais n'importe quoi, mais dans les organisations, le retour au travail et le bien-être après une phase de télétravail qui a pu être plus confortable pour certains, comment je fais en sorte de remettre du sens ou comment je peux aider le manager à reprendre son pouvoir social dans l'organisation. Ça peut être un sujet spécifique, ça veut dire que je vais momentanément ou peut-être définitivement délaisser tout le reste parce que je vais me spécialiser là-dedans, parce que j'ai une grande appétence pour m'y atteler et puis que je suis très bon là-dessus. Donc Du coup, il y aura ça une c'est une façon. congruence. Pour moi, ce qui est important, Ouais, c'est du coup, quand je vais en parler, eh ben, il y aura une congruence parce que vous sentez que ça vibre pour moi si je parle de créativité ou si je parlais de burn-out, ça ne vibrerait pas parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, je n'accompagne pas trop les burn-out. Mais voilà. Et du coup, c'est juste savoir où je suis juste. Mais pour moi, ça a à voir avec la confiance en soi aussi. Parce que beaucoup de coachs récemment formés ou qui ont peu coaché, qui ont de multiples activités, on peut être formateur et coach, consultant et coach, donc du coup, finalement, ne sont pas si confiants, eux, dans leur être coach. Et là, pour moi, ça se travaille plutôt en coaching sur comment je me réaligne, quoi. Comment je suis OK avec ouais. ce que je propose. Et du coup, il y a David qui nous dit beaucoup confondent coaching et conseil, alors que ça n'a rien à voir. Ben, pour moi, on en revient à la même chose. Être capable d'expliciter simplement qu'est-ce que j'apporte. Ouais. Qu'est-ce que ça peut vous apporter d'avoir un coach professionnel et être capable de le dire en peu de phrases. Alors, du coup, il y a Nathalie qui nous pose une autre question, donc je me permets de te l'envoyer. Ouais. Comment prospecter au-delà de mon réseau? Comment entrer en relation avec de nouvelles personnes? Il y a mille et une façons de le faire. Il y a prendre son téléphone comme on le faisait il y a une époque et qui revient quelque part au goût du jour. Là aussi, on peut ramener ça océan rouge, océan bleu, hein. Tout le monde aujourd'hui prospecte sur les réseaux sociaux. Ça donne quoi si je prospecte par téléphone? Ben, j'ai beaucoup moins de concurrents qui ont cette démarche-là. Donc, le fait de revenir parfois un petit peu en arrière sur d'autres pratiques ou d'envoyer un courrier simplement, ce que les gens n'ont plus l'habitude d'ouvrir dans les entreprises, ça peut avoir un effet très positif. Donc, on peut être actif de sa prospection de cette manière-là. Je peux aussi pousser la porte des entreprises. Mais là, c'est chronophage. Il faut être vraiment formé à ça. Et puis, je ne suis pas convaincu que ce soit une façon très, très noble de le faire dans nos métiers. Mais il y a la pub, il y a les prospections par message sur les réseaux, il y a communiquer sur les réseaux, montrer son expertise, il y a créer du contenu aussi, que ce soit pour son blog, que ce soit pour une chaîne YouTube. Je ne sais pas si le mot exact serait prospection ou social selling, tu vois, c'est un peu deux choses qui pourraient vouloir dire la même chose, mais en les rendant en les mettant dans des lieux plus spécifiques. Mais si on résume ça à trouver des clients, il y a plein de façons de le faire. La seule qui fonctionnera, c'est celle avec laquelle vous serez à l'aise, celle qui ne vous lassera pas, et même, je dirais, celle à travers laquelle vous arriverez à trouver un certain plaisir. Parce que si vous vous forcez à faire les choses, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça que ça marchait, parce que le super marketeur vous a dit non, il faut faire ça, ça c'est la nouvelle méthode, il n'y a que ça qui fonctionne. Mais ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas nécessairement pour les autres, parce que vous êtes dans une énergie différente, parce que vous avez une sensibilité différente, parce que votre cible n'est pas la même. Et donc, il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir avancer avec les bons outils, les bonnes approches, et c'est ça qui vous donnera du résultat.
J'aurais envie de dire à Nathalie, déjà, vraiment prospecter dans son réseau. La plupart des coachs que j'accompagne en tant que superviseur, quand je leur pose la question du comment ils ont cherché des clients, il n'y a pas grand-chose en face parce qu'on n'a même pas vraiment officiellement dit à ses anciens partenaires ou collègues ou autres qu'on avait une offre de coaching. On n'a même pas formalisé les choses. Et donc, du coup, on considère que ça y est, je suis coach, ça va se voir et ça va arriver. Donc, déjà, commencer à dire à son réseau et à dire à son réseau qui peut en parler à son réseau aussi qu'ils connaissent un coach ou une coach. Ouais. Et déjà, c'est assez simple mais la plupart l'ont pas fait ou osent pas le faire parce qu'ils disent je vais pas contacter mes anciens collègues ou voilà et ils osent pas. Donc pour moi il y a d'abord oser être visible et si ça vous Ouais. n'y arrivez pas, première étape du coaching ou de la supervision. Et deuxième étape, aller voir Anthony pour voir avec lui la meilleure stratégie marketing adaptée à vous. Par exemple, moi, c'est ce qu'on disait avec Anthony, je prépare pas beaucoup les lives et j'aime ça, et j'aime discuter avec vous, répondre à vos questions, avoir des invités différents. Et je le fais, ça ne me prend pas d'énergie. Je suis très heureuse de faire des lives régulièrement. D'ailleurs, il y en a un autre vendredi midi parce que j'aime ça. Donc voilà. Donc je trouve que c'est le meilleur conseil que tu peux leur donner. Faites ce qui vous fait plaisir et qui vous ressemble. Vraiment, pour moi, c'est top. Eh ben, Bravo. je vais le compléter si tu permets, parce Vas-y. que tu vois, non seulement tu fais ça parce que tu aimes ça, mais aussi parce que tu sais que ta communauté, ta cible, fait partie de ton audience. Et la première chose qui vous mettra sur la piste, que ce soit Nathalie ou peu importe les personnes qui nous écoutent là, si vous posez cette même question, la réponse, vous la trouverez dans votre connaissance client. D'accord? Plus vous connaîtrez la cible à laquelle vous vous adressez, plus vous saurez à quoi elle ressemble, comment est-ce qu'elle fonctionne, quand elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle prend ses informations? Quel site elle visite? Quel blog elle lit? Quelle personne elle suit? Pour pouvoir vous mettre sur son chemin. C'est ça aussi qui vous aidera le mieux. C'est en connaissant votre cible sur le bout des doigts, vous arriverez à vous mettre sur son chemin directement. Bon, eh ben, super. Et du coup, ça me fait penser que je vous mets en lien dans le site, pour ceux qui ne connaissent pas, mon blog, parce qu'à mon avis, il y en a plein qui ne connaissent pas. Tu as un blog, toi? J'ai une section blog sur mon site, Eh oui, bien, mais mets-le pour que les gens qui ont envie d'en savoir plus sur le positionnement marketing et sur ce que tu proposes, mets-le en lien dans le commentaire, comme ça, voilà. Moi, j'ai un blog et vous pouvez vous abonner à la newsletter aussi en joignant le lien. Et ça vous permettra de mieux voir toutes les autres choses que je fais. Du coup, alors, j'ai plus de 55 commentaires, donc j'y m'y perds un peu. J'essaie de ne pas perdre. Donc, Nathalie nous dit l'idée, c'est de communiquer sur le métier et de désacraliser. Et elle nous dit aussi que les entreprises ont une idée souvent floue et ne voient pas le retour sur investissement quantifiable du coaching. Donc, pour moi, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, être capable d'expliciter avec pédagogie ce qu'est un coaching, ce que ça apporte. Et donc ça, c'est vraiment être capable d'expliquer son métier. Pour moi, là, ça s'apprend aussi, mais on ne va pas détailler ce soir. Et Chloé nous dit aussi tout simplement proposer un café, aller déjeuner pour faire connaissance. Ça peut être tout à fait envisageable, ou comme nous on l'a fait, hein, se proposer une pause Zoom. Et, café virtuel. et voilà, c'est aussi simple que ça parfois. Euh, alors, Chloé nous dit aussi que l'expertise passée rassure les clients. Donc, effectivement, ne pas se couper de sa branche professionnelle précédente. Si vous avez travaillé pendant 20 ans dans la banque, il y a des chances qu'effectivement, en tant que coach qui accompagne des banques, vous ayez plus de feeling qu'autre chose. Moi, j'ai un doctorat en écologie et en pédagogie. Donc, évidemment, au ministère de l'écologie, quand je propose mon CV, ça paraît plus crédible. Mais je peux coacher au ministère de l'Intérieur ou dans des entreprises. C'est pas le sujet. Mais au départ, pour me faire acheter, c'était beaucoup plus simple d'être dans un univers dont je parlais déjà la langue, j'ai envie de dire. Et du coup, il y avait une sorte de confiance par mon CV. Et effectivement, il ne faut pas non plus le négliger. Il y a Dominique qui nous disait comment se faire connaître des entreprises. Si vous n'avez pas travaillé dans une entreprise, c'est compliqué. Par contre, si vous avez un passé dans certains types d'entreprises, dans des PME ou peu importe, allez cibler là. On en revient toujours au même sujet.
Et il y a Safia qui est très en phase avec ce que tu as dit parce qu'elle dit au moins c'est écologique et ça ne nous fait pas perdre trop, nous prend pas trop d'énergie pour rien. Je pense qu'effectivement, Ouais. derrière ça, peut-être c'est une question que j'aurais envie de te poser au regard de ce que vient de dire Safia. Je pense que tu as, toi, peut-être aussi ce retour-là de coachs qui n'ont pas assez d'argent ou d'accompagnants qui n'ont pas assez d'argent et du coup qui perdent beaucoup d'énergie et qui sont peut-être un peu down, je vais le dire comme ça. Quel serait ton point de vue, ton conseil par rapport à ça? Ben, déjà, c'est se laisser le temps de réussir, c'est se dire que c'est pas en 3 semaines, ou parfois même pas 3 mois qu'on va avoir les résultats qu'on attend. Donc, faut être consistant vraiment, et puis pas aller chercher, pas essayer des choses nouvelles à chaque fois qu'on a une idée nouvelle. Parce que le problème de la nouveauté, c'est qu'on sait jamais quand ça va fonctionner, on saura jamais à quoi la réussite est due. Donc, il faut avoir un plan, se tenir au plan, tenir le suivi de ces plans en termes de statistiques, quelque part de chiffres, hein, pour regarder, ben voilà, quand je fais tant de choses, combien j'ai effectivement de rendez-vous derrière. Sur ces rendez-vous, combien je peux avoir de ventes qui se transforment. Ça paraît un peu mathématique, statistique, chiant comme truc à faire, mais en même temps, ça vous donne des repères. Puis quelquefois, ça rassure. Parce que le nombre de clients que je vois revenir vers moi en me disant, j'ai essayé, comme on a dit, mais ça n'a pas fonctionné. OK, donne-moi tes chiffres. Ben, j'ai fait 10, alors par exemple, j'ai envoyé 10 mails ou j'ai appelé 10 entreprises. OK, mais 10, c'est pas une donnée statistique fiable, c'est pas un échantillon représentatif. 100, ça commence à l'être, mais c'est la loi du nombre quelque part. Il faut savoir que dans n'importe quel métier, quand on fait du commerce, il faut être prêt à se prendre des baffes 75% du temps au moins. Donc, faut y aller, il faut pas trop se poser de questions. Et puis, ouais, c'est ça, éviter de se mettre des doutes au mauvais endroit. À la limite, d'avoir quelqu'un à côté, si on n'a pas un coach, mais au moins quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui peut nous donner un feedback sur ce qu'on fait. Si la personne est de bon conseil et suffisamment objective, ça peut aider. Mais c'est vraiment persévérer, persévérer parce que c'est la ténacité paie, comme on dit, mais véritablement. Donc, si vous découragez trop vite, que vous allez sur une autre technique, que vous changez de cible, que vous proposez une autre offre, à un moment donné, vous êtes que dans l'entraînement. Vous êtes toujours dans l'entraînement, mais vous jouez jamais le match. Pour jouer le match, il faut s'être entraîné beaucoup. Merci pour cette belle métaphore. Et il y a Dominique qui nous dit très justement qu'un client satisfait est notre meilleur prescripteur et je dirais même notre meilleur ambassadeur. Parce Mhm. qu'honnêtement, bon, moi, ça fait 17 ans, donc du coup, effectivement, j'ai le temps d'avoir un réseau client. Mais je dis toujours, je ne cherche pas le travail, c'est le travail qui me cherche. C'est-à-dire que les clients qui sont satisfaits, qui sont transformés, qui ont réussi leur projet de vie, ils sont tellement heureux que ça se voit. Du coup, ils en parlent dans leur entourage et ils finissent par dire bah, c'est mon coach, là, elle m'a aidé à créer une réussite surprenante. Et du coup, bah, j'ai des gens qui arrivent de je sais pas où, des fois d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais du coup, et j'en profite pour remercier tous mes clients qui me recommandent chaleureusement ou qui recommandent l'école de coaching, parce que c'est ça, la qualité, le professionnalisme, l'excellence. Nous, on vise ça aussi dans les coachings qu'on propose, mais dans l'école de coaching pour devenir coach, c'est l'excellence avant tout. Un client satisfait est un ambassadeur. On a encore plein de remarques. Et il y a Ali qui nous dit il faut savoir écouter les silences dans l'échange. Qu'en penses-tu? Ah ouais, et ça, c'est sûr. Si on en revient à la vente, il y a beaucoup de gens qui ont le tort de penser que le bon vendeur, c'est celui qui parle le plus. C'est tout l'inverse. Le bon vendeur, c'est celui qui parle le moins. Il sait écouter, il sait questionner, il sait faire l'effort d'être curieux de l'autre, dans le bon sens du terme, hein, comprendre l'autre. Et ça fait toute la différence. Ouais. Et Brigitte est complètement d'accord avec toi sur la persévérance. Et effectivement, ça, c'est pas toujours simple. Et pour moi, il faut aussi être accompagné pour ne pas se disperser quand on se sent un peu en Mhm. stress ou en panique. Des fois, on ne peut pas le gérer tout seul. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Créer une entreprise, développer un business, si vous ne l'avez jamais fait, ça ne s'improvise pas. Ou ça ne s'improvise pas tout seul, si on Ouais. veut réussir. C'est vrai. Euh, Excuse-moi, oui, mais vas-y. coach, consultant, formateur, peu importe, on est entrepreneur avant toute chose et on a pris toute la responsabilité qui va avec.
Donc, il y a un état d'esprit à soigner, il y a une posture à avoir, et puis il y a effectivement tout ce qui va avec en termes de compétences à acquérir au fur et à mesure. Et la toute première, enfin, moi, D'ailleurs, j'ai un adage là-dessus qui me vient de mes anciens patrons quand j'étais salarié, c'est moins t'es occupé, plus t'es préoccupé. Waouh, Ok. j'adore. Et c'est tellement vrai, tu vois, et ils se reconnaîtront s'ils voient ce live, un de ces quatre. Euh, et la meilleure façon de ne pas entrer dans la préoccupation, c'est de s'occuper. Mais s'occuper à des tâches qui sont utiles. C'est-à-dire, ça sert à rien d'aller créer des super modèles de documents, d'aller euh, commencer un PowerPoint pour une formation ou je sais pas quoi, si on n'a pas de clients pour cette formation, si on n'a pas de clients pour remplir les contrats, c'est pas la peine de passer 2 heures à soigner la forme de son contrat. Les premières choses qui doivent nous occuper, c'est justement les tâches commerciales, tout ce qui va nous aider à nous rendre plus près de notre cible, quoi. Donc, prospection, communication, vente, ça doit d'abord occuper 70% de nos ressources. Et Et je après, me on dis, s'occupera du reste. ça peut être aller boire un café avec des gens. Et si Ouais, vous aimez ça ça, peut être sympa. bah Ça oui, peut ça être peut très être sympa. complètement sympa. Allez, j'ai une autre question. Jérôme demande votre avis sur le démarchage sur les réseaux sociaux, une page avec du contenu et des hashtags appropriés, point d'interrogation. Alors, page, oui. Profil d'abord, parce que c'est sûr que les pages aujourd'hui sur LinkedIn, elles ont moins la portée qu'un profil. Et que ben, aujourd'hui, si on regarde bien, les pages qu'on arrive à voir sur nos fils d'actu, c'est ou des banques ou des sociétés informatiques, des constructeurs automobiles. Donc, il est plus facile de vous rendre visible avec votre profil qu'avec votre page. Sachez-le. Tu parles du profil Euh, LinkedIn? ouais, le profil LinkedIn, ouais. Hmm. Maintenant, si vous savez utiliser les deux, faites les deux, c'est très bien, hein, mais négligez surtout pas le profil. Puis, encore une fois, on est dans un métier d'accompagnement. Les gens aiment voir notre visage. Donc, montrez vos têtes. D'accord? Les gens qui n'ont pas de photo, changez ça, mettez vite une photo. Les gens qui ont une photo où on les voit de profil, où on ne voit pas leurs yeux, changez ça, montrez vos yeux. Et puis après, oui, il y a des styles de communication qui seront plus accrocheurs que d'autres. Euh, les hashtags, n'en faites pas d'exagération non plus, parce que j'en vois des fois quand mettre des tartines, ça sert à rien. Puis ça enlève même de la lisibilité sur votre post. On dit 5 ou Euh, 6 hashtags par post, hein, c'est ça à peu près. ouais, max, Hmm. max. Je pense que 3-4, c'est déjà amplement suffisant. D'accord. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre que LinkedIn fonctionne comme n'importe quel autre réseau social. Il aime que les gens y passent du temps, il aime que les gens s'attardent sur votre contenu. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que vous ayez suffisamment d'intrigue dans vos posts pour qu'ils aient envie de cliquer sur voir plus et qu'ils déroulent le reste de votre texte. Donc là, il y a des astuces à mettre en place pour créer une accroche en haut et puis que le plus croustillant soit en bas. Là, vous donnez des indicateurs positifs à LinkedIn qui donc va voir que vous créez du contenu qui captive. Et puis après, l'idée, c'est pas de parler de vous, parce que votre cible s'en fout de vous. Parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Donc, il faut comprendre qu'il est plus question de votre clientèle cible dans vos posts que de vous-même. Vos offres, votre actu, vous, votre CV, etc. C'est intéressant, mais pour vous et votre maman. Je dis ça avec un brin d'ironie, mais c'est vrai. Les gens, ce qui les intéresse, c'est qu'on parle de choses qui les touchent, qui leur parlent, des situations qu'ils vivent, des choses qui font qu'ils vont s'intéresser à la suite parce que, ah, tiens, ça m'interpelle, on dirait qu'il est en train de décrire ma situation. Et là, vous allez créer quelque chose. Si vous voulez une connexion avec votre prospect, il faut que vous alliez chercher cette connexion. Et c'est vraiment, enfin, prenez toutes les analogies avec les relations amoureuses. C'est exactement la même chose. Comment vous faites pour intéresser l'autre, pour vous rendre visible? Comment vous faites en sorte pour qu'elle ait envie de vous poser des questions? C'est vraiment la même chose que dans une relation humaine, quoi, tout simplement. Alors, on a une remarque de Mohamed qui dit qu'il n'y croit pas. En France, il faut compter 3 à 5 ans pour commencer à vivre du coaching.
si on ne fait que ça, et il faut rassurer les nouveaux coachs. Alors moi, là, je vais parler des croyances limitantes et de dépasser ces croyances limitantes, parce que si vous pensez que vous ne pouvez pas vivre du coaching, il y a des fortes chances que vous n'en viviez pas, effectivement. Moi, j'ai juste considéré que, effectivement, il y a 10% des coachs qui vivent très, très bien du coaching, et quand j'ai fait ma formation, j'ai juste décidé tout de suite que je serais dans ces 10%, et j'en vis très, très bien. Et clairement, donc, du coup, ça veut dire que j'investis sur moi, je prends du temps pour me former, pour être supervisée, pour m'améliorer, pour avoir des rétextes de mes clients, pour rester en contact avec mes clients, pour faire tout ce que Anthony a dit aussi en termes de qualité relationnelle et de qualité professionnelle. Et clairement, on peut vivre du coaching très bien parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et après, c'est une stratégie, c'est un positionnement, c'est tout un tas de travail sur soi aussi, hein. Clairement, j'ai un suivi en supervision, en thérapie, je m'améliore au fur et à mesure et je considère que mon métier, c'est de continuer à m'améliorer. Donc pour moi, ça, c'est une croyance limitante. Plusieurs remerciements. Il y a Jérôme qui nous dit bravo de prendre du temps pour cet échange bien intéressant. Et puis, il disait aussi quand même, il est intéressant d'être transparent avec les nouveaux coachs pour qu'ils ne paniquent pas au démarrage. Ouais. Donc toi, tu as une offre. Est-ce que tu voudrais nous en parler justement pour les accompagnants, les coachs au démarrage ou qui auraient besoin de tes services Oui, mais c'est justement celle que je lance là. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'avais un programme qui était vraiment de l'accompagnement individuel sur les métiers de l'accompagnement, donc principalement des coachs et des thérapeutes, encore une fois, et puis des gens qui voulaient lancer leur formation en ligne. Donc, j'ai beaucoup appris à leur contact parce qu'en accompagnant un peu plus de 100 coachs de cette manière, enfin accompagnant au sens large, mais j'ai vraiment appris à comprendre où étaient leurs difficultés, ce dont ils avaient besoin. Donc, j'ai créé énormément de contenu pour les aider. Et ce que j'ai voulu, c'est créer le petit frère de ce programme pour qu'il soit plus accessible aux débutants et qu'il leur apporte finalement des bénéfices comparables, c'est-à-dire arriver à mettre sur les rails leur activité sur un plan commercial, faire en sorte qu'ils aient un volant d'affaires récurrent, qu'ils arrivent à se dégager un revenu et ensuite pouvoir accélérer en passant sur un autre programme, mais déjà qui sache tous ces fondamentaux du positionnement, de la segmentation, du ciblage de sa clientèle, de créer une offre sublime, d'avoir un plan de communication, quelque chose de sérieux qui leur amène effectivement régulièrement des clients. Donc oui, j'ai créé ce programme qui s'appelle Start and Go. J'ai accompagné déjà 2 groupes sur ce programme-là. Et là, je relance pour un nouveau tour pour ceux qui auront envie de prendre un bon démarrage. Alors, il y a Mohamed qui nous dit très bien, ça veut dire quoi en chiffre d'affaires par année? Moi, je dirais qu'il y a certains coachs, et je pense les 10% là, qui gagnent entre 150 et 350 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et ça, c'est tout à fait faisable en fait. On est d'accord que c'est plutôt des coachs qui accompagnent des hauts dirigeants, des collectifs, des coachings d'organisation, hein. En coaching individuel, on peut gagner un peu moins, effectivement. On nous dit que le coaching en France manque d'encadrement. Nous devons donc imposer en tant que coach quelle formation, quelle certification? Taïeb nous pose cette question. Alors, je vais plutôt y aller puisque là, c'est une question très coaching. Je dirais qu'il y a des fédérations de coaching, donc il y a ICF, il y a le MCC, il y a SF Coach, et ces fédérations parlent de compétences clés du coaching. Donc, pour moi, c'est ça la base. Ça veut dire qu'avoir une école qui se base sur ces compétences clés pour vous former sérieusement au métier. Et du coup, avoir une école qui est certifiée ou en cours de certification. Nous, on est en processus pour être certifié par ICF et on s'est basé sur toute la pédagogie pour transmettre les compétences demandées par le MCC et l'ICF parce que ça nous semble important. Et on est aussi Calliope, et donc c'est important de regarder ce que les écoles proposent et que ça ne soit pas uniquement des choses descendantes ou de la théorie ou des petits ateliers que vous débrouillez tout seul entre personnes qui apprennent et qu'il n'y a aucun superviseur qui vous donne un recul sur ce que vous êtes en train de faire. Donc vous apprenez entre gens qui ne savent pas encore faire, donc ce n'est pas suffisant pour moi. Ce n'est pas un encadrement correct. Du coup, voilà. Donc, Elisabeth, elle nous remercie pour l'échange. Tac, tac. Du coup, c'est quoi bien gagner sa vie? Ça y est, on est parti. Elisabeth nous demande. Ça dépend des gens, ça dépend où vous vivez, ça dépend de vos besoins. Mais on va être très clair qu'en France, je pense que quand vous gagnez plus de 3 500 euros, vous faites partie des 20% des gens qui Ouais, payent le plus comme ça. d'impôts et qui, je parle pour une personne seule, hein, plus de 3 500 euros par personne, ça veut dire que vous êtes déjà dans les 10 ou 20% des gens qui gagnent le plus d'argent en France. Donc, quand je vous parle
parle d'un chiffre d'affaires de 100 000 euros, ça fait 50 000 euros à peu près net. Hein, voilà. Quand on est à 200 000, ça fait 100 000 euros net. Donc, vous voyez bien qu'on est dans le pourcentage des Français qui gagnent le plus, hein, clairement, pour ceux qui font ces chiffres d'affaires-là, bien évidemment. Et évidemment, Chloé précise que ça dépend du statut juridique et du taux d'imposition. Mais en gros, j'ai calculé 50%. C'est à peu près les chiffres en France entre les charges URSSAF, CIPAV et les autres choses, et aussi l'investissement pour la publicité ou le comptable ou les aspects juridiques. Hein. Voilà. Alors, il y a Belkader qui demande combien vous facturez pour un manager, sachant bien que cela peut varier en fonction de la ville. Moi, je ne fais pas varier en fonction de la ville, hein. Je suis désolée, mais mon tarif, c'est 350 € l'heure et ça ne varie pas, que ce soit à Lille, à Marseille. Ou... On me dit, ah oui, mais ça, c'est des chiffres parisiens. Ben non, moi, je travaille dans toute la France. Et voilà. Mais après, quelqu'un qui a envie de changer, se transformer, qui est sur un challenge de, je sais pas, qui a 50 ans, qui veut retrouver un nouveau boulot, il est prêt à investir sur lui-même, sachant que c'est 1h30 ou 2 heures maximum par mois sur quelques séances. C'est quelque chose de très cadré, de 6 à 9 séances habituellement. Donc, du coup, c'est un investissement, mais qui est assez vite rentabilisé quand on est en train de doubler son salaire, de trouver un nouveau métier ou carrément de se réorienter quand on en a besoin. Donc, est-ce que... Ah ben, ça n'arrête pas. Mohamed parle de 280 à 500 € hors taxe l'heure, oui. Entre 300... Moi, je dirais que je facture entre 300 et 700 € l'heure, selon qui je coach, évidemment. Plus vous avez un poste à responsabilité, plus la facturation est élevée. Et après, je fais varier et je fais aussi des tarifs pour les individuels, parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'accompagne quelques personnes en individuel à des tarifs plus bas. Mais là, j'ai envie de dire parce que personnellement, j'ai envie de voir grandir ces personnes et je sens qu'elles ont envie d'être accompagnées par moi. Donc, je fais quelques exceptions, mais voilà, tout dépend en fait. C'est ce que nous dit Omar. Effectivement, tout dépend. Et à vous d'ajuster vos tarifs. Voilà. Donc, du coup, moi, je voulais vous parler aussi de l'accompagnement que IR propose, justement pour développer son activité professionnelle, parce que je me suis aperçue que, donc, bon, je fais la formation devenir coach, mais pour ceux qui sont déjà coach et qui ont un peu de difficulté, il y a peut-être parfois d'un petit coup de pouce pour, là, j'ai envie de dire, sur le fond. Anthony est plus positionné sur la forme, sur le marketing, sur vous aider à communiquer. Et donc, je vous partage mon écran. On a créé avec l'équipe un module qui s'appelle Développer mon activité professionnelle. Donc, on fait 2 jours en présentiel à Paris. C'est dans les nouveaux locaux de notre école à Montparnasse, le 21 et 22 novembre. Et du coup, au programme, il y a sur le réseau comment me présenter, c'est-à-dire comment me connecter à mon réseau, comment identifier mes clés d'entrée, mais aussi comment savoir me présenter. Et donc là, on vous fait faire des expérimentations et on vous fait des feedbacks en live. Identifier mon unicité, parce que je pense que beaucoup de coachs finalement se disent coach, mais n'ont pas identifié en quoi ils sont particuliers. Comment valoriser son offre. Donc, on vous fera du training aussi avec des feedbacks en aquarium. Et puis, je pense que la question de la confiance et la question de si je pense qu'on ne peut pas vivre du coaching, je démarre avec un boulet au pied. Donc, il y a peu de chances que vous arriviez à en vivre, soyons clairs. Donc, c'est comment je dépasse ces croyances limitantes ou celles de mon entourage qui dit que ce n'est pas un vrai métier, coach ou je ne sais quoi. Donc, clairement, là, on vous fait travailler sur identifier vos croyances limitantes et vous alléger des boulets que vous traînez depuis un petit moment. Et de la même façon, avec mon rapport à l'argent, comment j'accepte de facturer à ce prix-là? Parce que souvent, la question du prix, c'est la valeur qu'on s'attribue à soi-même. Donc, du coup, pour moi, il y a à travailler là-dessus pour pouvoir oser se vendre au bon tarif pour être un coach professionnel qui est supervisé et du coup, qui a les moyens de se former et qui a les moyens de se payer de la supervision. Et puis du coup, ça revient un peu à ce qu'on a évoqué ensemble aujourd'hui, apprendre à me faire acheter, c'est-à-dire à être en relation plutôt qu'à être en commercial. Donc voilà le programme pour ces 2 jours. Et si vous avez envie, vous pouvez me contacter directement et j'aurai plaisir à échanger avec vous là-dessus. Il y a David qui nous remercie en disant que les lives sont riches. Voilà. Et puis Mohamed qui nous dit 80 ou 150 € de l'heure pour les individus qui payent eux-mêmes. Effectivement, c'est des tarifs plus cohérents. Mais du coup, là, on en revient à ce que vous disiez, Anthony. Préparer un
un business plan, savoir où vous vous êtes positionné. Et si vous faites que de l'individuel, est-ce que vous arrivez à vivre avec ça? Est-ce que c'est suffisant? Parce que si votre but, c'est de gagner 1 500 € par mois, ben, ça peut être suffisant et c'est OK. Mais c'est à vous de déterminer votre positionnement marketing. Et ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas au doigt mouillé, tiens, je vais facturer 100 €, puis ça devrait aller. Ben non, ça se stratégise, il y a un plan, il y a une réflexion derrière, parce que sinon, vous serez toujours en insécurité et vous serez mauvais coach, parce qu'un coach insécure, il est en train de se demander si le client est satisfait plutôt que coacher et de demander s'il va avoir une autre séance ou s'il peut revendre d'autres séances. C'est pas bon, quoi. Donc là, il y a intérêt à avoir un petit temps de recul et un petit temps de travail, à peut-être accompagner si vous en avez besoin. Alors, écoute, je pense que je vais te laisser la parole pour un petit mot de la fin. Alors, attends, il y a encore une question. J'essaie d'oublier personne. Il y a Mohamed qui nous dit il conseille à ses clients DRH de demander au coach quelle école vous avez fait et êtes-vous supervisé. Donc, effectivement, c'est important de savoir quelle école on a fait et de comment on est accompagné. Et sinon, je pense que ce qui peut être important aussi, c'est de me donner un exemple de coaching. Si vous êtes capable de raconter un exemple d'accompagnement, ça montre que vous l'avez accompagné, vous avez compris ce que vous avez fait et vous êtes capable de le repositionner en échange. Donc là, ça montre du concret. Comme je trouvais qu'Anthony était très concret, parce que le marketing, c'est parfois pas clair. Lui, il vous a donné des éléments structurés et clairs. Donc du coup, ça montre aussi son professionnalisme en sachant être pédagogue dans l'explication. Voilà. Alors, du coup, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu en Déjà, as je voudrais remercier tous ceux qui ont été présents sur ce live, de passage ou d'un bout à l'autre. Merci pour les retours que vous nous faites aussi. Nous, en tout cas, je vais déjà parler pour moi. J'ai pris plaisir à être avec toi et puis à mener cet échange. Je pense qu'on a soulevé des questions qui peuvent être un peu piquantes parfois, mais qui sont une réalité. On n'est vraiment pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. On sait que c'est compliqué. On sait que ça demande un autre regard. Je voulais être sûr de le mettre dans le bon ordre. Ça demande un autre regard sur son métier. Et oui, il ne faut pas oublier que effectivement, c'est une entreprise, donc il doit y avoir de la stratégie, même quand on est coach, même quand on a voué sa mission à accompagner les autres. C'est important. Croyez en vous, donnez-vous les moyens de réussir. Vous aussi, hein, vous devez vous faire accompagner. Je ne dis pas ça pour que vous choisissiez dans les programmes qu'on vous proposait là. C'est vraiment beaucoup plus désintéressé que ça. C'est que, évidemment, posez-vous la question, est-ce que vous achèteriez votre propre coaching? Et comment vous allez passer à l'étape du dessus si vous n'avez pas quelqu'un qui vous challenge, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide à porter un regard différent sur ce que vous faites? Comment faire pour créer encore plus de valeur pour vos clients? C'est important et pour grandir, on peut grandir aux côtés de ses clients. Je trouve ça chouette de le faire comme ça. Mais vous pouvez aussi prendre un petit peu d'avance en travaillant directement sur vous et votre entreprise. Écoute, c'est un très joli mot de la fin. Je suis complètement en phase. J'ai passé un excellent moment avec toi. On recommence ça quand tu veux. Okay. Et je partage cette idée d'avoir un autre regard sur son positionnement en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Est-ce que je suis confortable? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai une vraie sécurité ontologique? Ou est-ce que je me sens pas bien parce que il se passe quelque chose, parce que j'ai pas assez de clients, parce que peu importe, je sais pas où est ma cible. Et là, avoir cette honnêteté de se dire, j'ai besoin de soutien moi aussi. C'est que pour vraiment apporter un soutien efficace aux autres, comment j'accepte moi aussi d'avoir un coach, d'avoir un superviseur, d'avoir un mentor en marketing si c'est nécessaire. Et c'est peut-être ça la clé. Si vous êtes congruent, que vous-même, vous savez tendre la main, et quand vous allez tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, il y aura une sorte de cohérence dans votre posture. Et ça peut peut-être vous aider concrètement. Ouais, complètement. Bon, je vous dis à bientôt et puis à bientôt. Voilà. Ouais, merci. Belle soirée à ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et puis bon après-midi aux autres. Belle journée et merci à tous ceux qui nous ont écoutés en France, au Maroc ou ailleurs ou au Canada aussi sûrement. Et à bientôt pour de nouveaux lives. Pardon. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Ça sera en replay. Vous pourrez regarder à nouveau ce live. Merci Nathalie, merci tout le monde. Merci à toi. Bye.